Bon, parfait. Alors, je souhaite la bienvenue donc aux représentants de Vivre en Ville. Alors, encore une fois, vous avez, comme les groupes précédents, 10 minutes pour votre exposé, après quoi nous allons procéder à l'échange avec les parlementaires. Donc, je vous invite à vous présenter, puis à nous présenter votre exposé. Merci. Merci, Madame la Présidente. Merci à la Commission pour l'invitation. Mon nom est Christian Savard, directeur général de Vivre en Ville. Je suis accompagné de Francis Garnier, conseiller aux affaires publiques chez nous, qui m'accompagne. Il va faire une partie de l'exposé. D'entrée de jeu, nous sommes d'accord avec le gouvernement qu'il faut réduire les coûts et les délais de réalisation des projets de transport en commun, particulièrement au Québec. L'enjeu est réel et nous sommes d'accord avec le principe de l'idée d'une agence spécialisée en réalisation de projets avec des pouvoirs spéciaux. D'ailleurs, une première recommandation d'entrée de jeu, on pense que cette agence-là devrait être consacrée au transport en commun pour que autant son éventuel PDG que ses équipes soient obsédées de transport en commun et ne pas donner aussi les transports routiers. Donc, de manière générale, on trouve ça intéressant. Et on peut voir aussi, lorsqu'on donne des pouvoirs spéciaux à une organisation pour aller plus vite, elle peut réussir. Je pense l'exemple du REM de l'Ouest, à qui on a déjà eu, je suis déjà passé en commission parlementaire ici pour commenter un projet de loi sur la CDPQ. Bien, ils ont réussi à 10 ans à faire 67 km de métro léger. Donc, il y a des avantages à ce type de structure-là et c'est bien d'avoir une structure qui est publique. Pour nous, un des aspects qui est un peu problématique et un peu énigmatique, je dirais, c'est le fait que l'aspect de planification, c'est pas clair qui va continuer à faire la planification. Et on voit deux types de planification. Il y a la planification, quel sera à terme le réseau de transport pour une région, pour Montréal, pour Québec, pour Gatineau. Et il y a la planification de type conception. C'est quoi le projet? Une planification plus fine, où est-ce que va être la station, comment ça va tourner à tel endroit. Et pour nous, ça, c'est deux types de planification qu'on ne comprend pas dans le projet de loi. Qui va faire quoi? Donc, je pense qu'il y a d'autres personnes qui l'ont dit avant. On a les mêmes questions, donc il y a certaines questions qu'on a et qu'on aimerait soulever. Donc, comment ça aurait arrimé justement l'arrimage entre les activités NMIC et la planification territoriale, tant en matière de transport que d'aménagement? Comment va s'organiser le partage des rôles entre les sociétés de transport, la RTM dans la région de Montréal, Mobilité Afro-Québec? Comment va être assurée l'équité et l'efficience dans les choix de transport? Donc, on a peur un peu à une approche juste par projet et non pas dans une planification territoriale intégrée. Donc, sur cette question-là, si on prend la région de Montréal, actuellement, la CMM a une planification, la RTM a une planification, la Ville de Montréal a son plan d'urbanisme et de mobilité. Il y a des bouts de ça qui se parlent, puis il y a des bouts qui sont différents. Puis en plus, le gouvernement du Québec a sa propre idée parfois. Et là, on arrive avec MIC, comment on va s'entendre sur ça va être quoi, le plan? Parce que puis mon collègue va revenir là-dessus, pour nous, une des clés du succès, c'est une fois qu'on réussit à s'entendre sur un plan et après qu'on le fait avancer, les choses vont plus rondement. Mais actuellement, le fait qu'il n'y en a pas de plan fait en sorte qu'il y a beaucoup de difficultés dans la livraison des projets. Donc ça, c'est une partie de l'équation sur les retards dans la réalisation et on pense qu'il va falloir trouver les moyens d'y arriver. Puis la maturité politique va peut-être être une des solutions là-dedans. Il y a un livre qui est populaire dernièrement, mais même auprès du gouvernement, c'est « How Big Things Get Done ». Et une des leçons de ce livre-là, c'est il faut très bien faire la planification, il faut prendre son temps pour la planification et il faut aller vite pour la réalisation. Et ce que fait MIC, selon nous, c'est aller vite pour la réalisation. Mais la partie avant, il reste encore beaucoup d'interrogations. Pour finir, je terminerai sur la question du financement en disant, comme d'autres, on ne peut pas juste dire on va faire des projets puis après on va voir comment on les exploite, comment on finance l'exploitation. Il faut avoir une approche de cycle de vie d'un projet. Parce que sinon, ben, on se retrouve un peu, on peut faire des choses puis déshabiller Paul pour habiller Pierre, c'est ça? Je me souviens plus de l'expression, fin de journée, l'autre sens. Mais aussi, on peut juste réitérer, comme d'autres l'ont fait, qu'il faut
On ne peut pas attendre juste après les grands projets en transport en commun. Il faut trouver des solutions à court terme, et c'est un message aussi qu'on voulait profiter de l'occasion à passer. Je passe donc maintenant la parole à mon collègue qui va nous parler un petit peu des meilleures pratiques. Merci beaucoup. Très heureux d'être ici aujourd'hui pour pouvoir échanger avec vous. Alors, on a deux questions qu'on aimerait principalement inciter. La première, c'est vraiment comment est-ce qu'on peut intégrer le transport et l'aménagement ensemble? Comment est-ce que la planification peut fonctionner pour vraiment s'assurer de maximiser nos investissements, de considérer le plus de facteurs possibles, pas juste dans la réalisation du projet, dans l'exploitation, mais aussi dans le développement du territoire. C'est quoi l'impact sur le logement, sur l'équité territoriale? C'est un exercice qui est très complexe, qui est très long, qu'on peut mentionner. Ça, c'est pas là que les gains en rapidité vont pouvoir être faits. On est convaincu de ça. Mais idéalement, on a une conversation qui se passe entre l'autorité qui est responsable de planifier le transport, qui est basée localement, qui connaît ses enjeux de terrain, connaît ses enjeux d'exploitation, connaît les limitations de son réseau, avec l'autorité locale de planification du territoire, qui sait c'est quoi les secteurs qui ont besoin d'être revitalisés, c'est quoi les secteurs qui ont besoin de plus de services. Ces deux entités-là devraient avoir une conversation en continu sur des décennies, afin aussi de préparer un plan sur des décennies, qu'on sache où on s'en va dans la planification. Les meilleures pratiques en ce sens-là, j'aimerais citer l'État du Washington, qui force les municipalités à identifier des corridors propices au redéveloppement qui auraient besoin de transport de collectifs structurants. Et en revanche, l'autorité de transport doit absolument s'arrimer à ces plans-là et se conformer à ça. Concrètement, en termes de suivi d'idées, l'idéal, si on s'en réfère à la littérature et aux exemples qui existent, c'est vraiment pour l'autorité de planification territoriale d'identifier des corridors propices qui sont ensuite apportés à l'agence qui va pouvoir planifier le réseau de transport, qui va pouvoir vraiment se préciser sur la conception du projet, pas la planification dans l'ensemble, parce que c'est seulement dans cette façon-là qu'on peut vraiment penser à l'échelle d'un réseau et considérer tous les facteurs qui sont si importants au niveau territorial. La deuxième question qu'on aimerait poser, c'est comment assurer que l'Agence de mobilité infra Québec soit efficiente? Comment est-ce qu'on peut vraiment aller chercher des réductions de coûts qui sont escomptées? Et le point principal là-dessus, qui revient encore et encore à travers la littérature, à travers les exemples, à travers le monde, c'est la prévisibilité. Il faut une planification sur plusieurs décennies. Il faut savoir où est-ce qu'on s'en va. Si à chaque projet qu'on termine, on se demande c'est quoi le prochain projet, on ne sait pas, on va voir à la prochaine élection, c'est pas particulièrement optimal comme façon d'opérer, disons. À Vancouver, une obligation légale d'avoir 30 ans de vision, de savoir c'est quoi les projets. À chaque fois qu'il y en a un qui est terminé, on sait c'est quoi le suivant suit ensuite et ensuite. Ça aide aussi que quand on construit ce réseau-là, si on sait qu'une autre ligne qui va se rajouter, disons, dans 10 ans plus tard, on peut prévoir pour ça. On peut optimiser à l'avance, à long terme, pour vraiment accommoder les dépenses futures. Et comme ça, on économise pas juste à la réalisation du projet le premier jour, mais sur des décennies, pardon. Évidemment, pour en arriver à un plan, un échéancier de longue durée, il faut une certaine indépendance, il faut une certaine capacité. On réunit tous les experts sous le même toit. Est-ce qu'on va les écouter? Il faut les utiliser. Il faut être capable de se baser sur l'expertise, sur la science, sur les projections, les analyses que cette agence-là pourrait réaliser pour pouvoir prévoir les prochaines étapes. Et cette expertise-là, elle peut seulement se développer en faisant des projets encore et encore, en continu. Il y a une belle expression qui peut illustrer ça. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Donc, tant qu'on ne fait pas des projets encore et encore, ça va être difficile vraiment d'améliorer l'expertise, de pouvoir vraiment réduire les coûts et de vraiment devenir efficace dans la livraison de transport collectif. Évidemment, pour justifier cet échéancier-là à long terme, il faut un financement qui est prévisible, qui est récurrent et à long terme. Je repasserai la parole à mon collègue. Parfait. Bien, ça conclut. Je pense qu'on a assez insisté sur le fait que, de manière générale, on est plutôt d'accord sur l'idée de MIC, mais qu'il y a une partie préalable qui nous manque encore au Québec. On va faire la ligne bleue à Montréal. Les choses démarrent tranquillement. En terminant. Il faudrait savoir immédiatement c'est quoi la prochaine ligne.
Même chose pour le tramway à Québec et ainsi de suite. Merci de votre attention. Merci beaucoup pour votre exposé. Alors, je vais me tourner vers la ministre. Vous avez 16 minutes, 30 secondes. Merci. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Merci, messieurs, d'être ici, de conclure cette belle journée avec nous, cette deuxième journée de consultation particulière. Donc, on est à quoi, le 12 sur 14? Un 12e groupe sur 14 qui salue l'initiative de la création de Mobilité Infra-Québec. Et merci de vous être déplacés en personne, puis merci pour votre mémoire aussi, là, que j'ai regardé plusieurs recommandations, d'ailleurs, un excellent travail de documentation. Donc, merci beaucoup d'être ici. Je vais commencer parce que M. Turgeon a dit il n'y a pas si longtemps parler des corridors, là, donc de s'assurer justement de faire des projets sur les corridors pertinents ou enfin, mais je vais lire votre recommandation numéro 11, concentrer l'expertise Mobilité Infra-Québec sur le développement de nouveaux liens structurants dans les corridors établis ou autres projets complexes sollicités par une autorité locale. C'est sûr que nous, puis ça va un peu dans le sens de ce que j'ai dit souvent, là, le gouvernement n'a pas l'intention d'imposer un projet qui n'est pas pertinent sur un territoire où on ne veut pas de projet. Ça, je pense que c'est une évidence un peu universelle, là, à moins que des gouvernements débordent d'argent. Je ne pense pas qu'on va imposer des projets ou mettre de l'argent où les gens ne veulent pas. Par contre, et pas par contre, mais donc de ce fait, j'ai l'impression, autrement dit, que le libellé de cette recommandation-là me semble aller de soi, dans le sens où c'est sûr qu'on va faire le bon projet au bon endroit, avec un souci particulier pour les partenariats, les ententes. L'article, on en a parlé beaucoup avec les municipalités qui sont venues, les sociétés de transport qui sont venues, d'avoir cette entente-là à la fois sur le financement, sur les modalités de réalisation et éventuellement d'exploitation du projet. Mais bref, est-ce que vous ne considérez pas, excusez, je cherche mes mots, on dirait ce soir, est-ce que vous ne considérez pas que dans l'ensemble, le projet de loi va exactement dans le sens de dire faire les bons projets aux bons endroits et justement se doter de ressources expertes en transport collectif pour être capable de les réaliser une fois pour toutes? Il y a une partie du projet de loi qui va dans ce sens-là. Puis, tu sais, si on l'accueille plutôt favorablement, c'est que je ne suis pas quelqu'un de cynique dans la vie. Je pense qu'on tente de faire les bonnes choses. Mais j'ai quand même maintenant près de 20 ans d'expérience dans le domaine et je connais le fort niveau de politisation lié au projet de transport en commun. Et ça, c'est parce qu'on a de la difficulté à respecter une certaine expertise. Et je ne crois pas que ce grand plan-là, je vais donner l'exemple de la région de Montréal, je ne crois pas que ce soit MIC tout seul qui va faire ça. Et habituellement, dans le monde, ce qui se passe, c'est qu'il y a une discussion entre les autorités, par exemple, un palier supérieur et des autorités plus régionales et locales. Et il y a même une conversation entre la population et la société civile et dire, voici, c'est ça notre plan. Dans le cas par exemple, de la région de Montréal, il n'existe pas ce plan-là. On ne sait pas c'est quoi pour les 30 prochaines années, où est-ce qu'on s'en va. Et je vous dirais même que je suis pas sûr, par exemple, pour le PSE, que les choix qui sont faits actuellement, même par la RTM, qui est supposée être indépendante, sont indépendants et sont sur les meilleures pratiques en matière de développement d'un réseau de transport en commun. Je ne suis pas sûr que d'amener un tramway en souterrain à Repentigny soit pas un choix qui est fortement politique versus un choix de transport qui serait probablement plus raisonné avec d'autres solutions. Toutes les solutions n'ont pas été mises sur la table, par exemple, pour l'Est de Montréal. On a participé notamment à quelque chose qu'on a retrouvé dans les médias où on a dit, bien, on demandait à quelqu'un un peu indépendant qu'est-ce qu'il en pensait. Et on pense qu'on n'a pas encore la maturité politique pour arriver avec un plan qui est un peu plus raisonné et appuyé sur les bonnes pratiques en matière de planification d'un réseau. Et ça, c'est un autre problème que MIC touche un petit peu, que je sens que le gouvernement veut se doter d'une partie d'expertise pour pouvoir réfléchir, mais c'est pas clair comment on va y arriver à ce plan-là qui va être partagé commun ensemble. Et ça, il y a une partie de la job qui peut pas être faite par un projet de loi. Il y a une partie du travail qui doit être fait par un certain niveau de maturité politique à tous les paliers. Et donc, je pointe personne du doigt, mais je dis juste que au Québec, on n'a pas encore réussi à arriver avec un plan qu'on dit tout le monde est d'accord, ou presque, puis on avance avec ça. La région de Vancouver a réussi davantage et ça va mieux aussi. Puis là, ce que va faire MIC, ce qui est intéressant, c'est on va se doter d'une gang qui va être très bon pour réaliser les projets,
qui va avoir l'expertise, qui va être moins dépendant d'une partie du privé, par exemple, et qui va être capable aussi, qui va garder l'expertise et non pas des bureaux de projets qui sont des one-shot deals très axés sur l'expertise privée et qui fait en sorte qu'une fois que le one-shot deal est fait, ça s'en va, puis ça repart, puis on recommence tout le temps. Et c'est pour ça. Et cette partie-là du projet, on le salue et on est d'accord. Donc, on voulait le souligner parce que, on va se le dire, quand c'est un one-shot deal, les montants qui vous sont proposés, c'est des montants de one-shot deal. Donc, des gens qui disent pas, mon risque, je vais pouvoir les tirer sur 20-30 ans parce que des tramways, je vais en faire pendant 20-30 ans au Québec. On dit qu'on va en faire un, c'est là que je vais faire mes sous, je vais couvrir mes risques. Donc, là-dessus, on trouve ça très intéressant et en plus d'avoir une expertise pour dialoguer avec les fournisseurs et ainsi de suite. Donc, cette partie-là, on l'appuie, mais si la bonne planification, je dirais, territoriale et de l'ensemble du réseau qu'on rêve et qu'on a l'ambition pour le Québec, si on n'a pas cette partie-là, peut-être que le MIC va tourner à vide ou va se retrouver avec des écueils politiques encore une fois. C'est l'état de notre réflexion à ce moment-ci. Voulez-vous parler, non? Ouais. Vouliez-vous parler, non? OK. C'est exactement ça, ce que vous dites, là. L'idée est justement de se doter d'une espèce de méga bureau de projet national, oui, au lieu de financer plusieurs bureaux de projet un peu partout, oui, donc d'éparpiller les ressources, oui, puis en plus, veut pas, ça coûte plus cher, parce oui, que chacun a sa structure, oui, chacun des fois peut avoir ses conditions de travail, chacun peut avoir ses structures salariales, etc. oui. Donc, ça devient très, très compliqué à un moment donné pas compliqué, mais c'est-à-dire qu'on se prive, je trouve, de concentrer les ressources puis l'expertise à un seul endroit. Puis comme je disais comme exemple, un même ingénieur pourrait travailler sur 2-3 projets en même temps plutôt que de payer un ingénieur en Outaouais, de payer un ingénieur à Montréal, de payer un ingénieur à Québec pour le tramway. Bref, vous résumez parfaitement bien l'esprit qui est derrière ça. Puis je trouve qu'on maximise une même ressource pour un même salaire qu'on paie une fois pour plusieurs projets plutôt que d'en payer 3 dans différents projets. Je vais aller sur un autre point que je trouve super intéressant, puis je trouve ça intéressant que vous passiez après le RTC et la STM et la Ville de Montréal, parce que vous en parlez, vous aussi, dans vos recommandations, entre autres la recommandation 4, qui dit élargir l'autorisation de réaliser et bénéficier du développement immobilier aux sociétés de transport collectif. Et aussi la 19, qui me semble, en tout cas, aller de pair, là, donc permettre aux sociétés de transport de s'unir avec des promoteurs pour réaliser des travaux de construction visant à accroître les opportunités de génération de revenus liés au développement immobilier grâce à la valorisation immobilière des actifs des sociétés de transport. Donc ça va exactement dans le même sens que ce dont on a discuté un peu plus tôt. Vous avez peut-être pris connaissance de la stratégie d'habitation déposée par ma collègue, la ministre de l'Habitation, il y a 2-3 semaines, et c'est écrit dedans. Donc, de se donner les moyens de faire plus de développement immobilier à même les projets de transport collectif ou à même les actifs des sociétés de transport pour les projets déjà existants. Quelque chose qui a déjà été discuté avant, la STM l'a dit, on avait discuté dans le cadre de mon projet de loi sur l'expropriation notamment, ça a été discuté peut-être chez des projets de loi de ma collègue des Affaires municipales. Quoi qu'il en soit, on parlait de maturité politique. Je pense que là, la maturité, on est arrivé à une certaine maturité dans toutes ces discussions-là qu'on a pu avoir. On s'est entendu sur l'idée d'éviter autant que possible les risques financiers parce qu'on n'est pas en mesure de les assumer, ou en tout cas, disons, on manque tous d'argent, là, on le dit souvent. Mais tant la STM que le RTC sont d'accord avec nous là-dessus, ont déjà des projets à l'esprit. Alors, est-ce que vous trouvez que... Puis là, encore une fois, il faut que je fasse attention aux choses, là, tu sais, mais donc, nous, on trouve que c'est une bonne idée. Il est dans la stratégie d'habitation, donc c'est le même gouvernement. Alors, forcément, on va se donner les moyens d'atteindre nos propres objectifs dans la stratégie d'habitation. Tout ça pour dire que, est-ce que vous estimez que ce dont on a discuté un peu plus tôt répond à vos recommandations, puis justement répond aux objectifs d'aménagement moderne, là, où on veut maximiser les espaces, maximiser pour un même espace, justement, non seulement avoir de la mobilité, mais d'avoir aussi une offre de logement et ou autres services. Je parlais tout à l'heure d'une garderie, on peut penser à une école, un espace vert, etc. C'est pour ça qu'on propose là, d'additionner au projet de loi quelque chose d'explicite là, sur des pouvoirs donnés aux sociétés de transport qui sont des propriétaires fonciers importants qui peuvent maximiser des terrains. Donc, tout à fait d'accord avec cette approche-là. Et j'irais même encore un peu plus loin. Vivre en ville, dans le passé, a déjà fait même des propositions qu'il devait y avoir
une obligation pour les villes de maximiser les terrains autour des infrastructures de transport en commun afin de les rentabiliser davantage et d'aller chercher des nouvelles unités d'habitation. On sait qu'on en a un besoin criant, d'où la stratégie de Mme Duranceau. On y a contribué un petit peu aussi. Donc, c'est des choses qui iraient dans le bon sens et qui viennent faire une des choses qui obsèdent Vivre en ville, c'est-à-dire lier l'aménagement du territoire et les transports. Et ça, véritablement, là, c'est quelque chose d'intéressant. Je vous dirais même que Vancouver l'oblige vraiment. Il y a d'autres ailleurs dans le monde, on oblige. C'est un petit peu plus agressif parce que sinon, ils ne se construisent pas assez d'unités, puis on est dans le déficit du nombre d'unités, puis la crise de l'habitation dans laquelle on est. Donc, ça va dans le bon sens. J'aimerais insister à quel point on est enthousiaste à l'idée vraiment de faire du développement immobilier qui a vraiment une opportunité de répondre à la fois aux deux plus grands problèmes d'abordabilité des ménages, à la fois l'habitation et le transport, d'un coup, que vraiment les grandes opportunités de synergie qui sont présentes là-dessus. Donc, on encourage vraiment à ce que tout le volet immobilier, le volet redéveloppement, soit intégré dès le début des projets, dès le tout début de la réflexion de comment le tracé peut être fait, quel est le potentiel associé à ça. Et je rajouterais peut-être une recommandation qu'on a faite pour le projet de loi 16, pour la révision de la LAU, qui était vraiment d'apporter une densité minimale obligatoire autour des stations de services collectifs structurants, vraiment pour garantir que la densification se fait au bon endroit et facilement et rapidement. Oui, tout à fait. Puis vous donnez l'exemple de la Colombie-Britannique, mais vous me faites penser que quand j'étais allée l'an dernier en Europe, à Stockholm, ils prolongent eux aussi leur ligne bleue de métro. Oui. Et il m'expliquait que c'est un peu ça l'entente qu'ils faisaient avec les villes, en disant, nous, on va te faire un projet de transport, mais en échange, tu vas nous faire du logement. Tu sais, il me résumait ça simplement, mais en gros, c'était ça. Donc, je trouve que ça va effectivement dans le même sens, parce que le problème de logement n'est pas seulement ici au Québec. Là. Tout à fait. Alors, avant de laisser un petit peu de temps à mon collègue de Masson, je voulais juste partager avec vous, puis là, je suis sûre, je n'ai pas le bon numéro. Oui, c'est ça. OK, les membres du CA, juste votre recommandation numéro 15. Je trouvais ça intéressant. Vous êtes les premiers. Remarquez peut-être que j'ai manqué des passages quelque part dans un des mémoires préalables, là, mais c'est la première fois qu'on l'aborde sur le profil des futurs membres du CA. Je trouvais ça intéressant. Mobilité Infra-Québec doit pouvoir compter sur un conseil d'administration indépendant qualifié en transport collectif et en planification territoriale et présentant une pluralité de parties prenantes. Évidemment, nous, ça va être assujetti à la loi sur la gouvernance des sociétés d'État, donc la composition des CA comporte certaines, peut-être pas contraintes, mais prescriptions, ou en tout cas modalités, là, pour la diversité, les femmes, les jeunes, etc. Alors, je voulais simplement vous rassurer sur le fait que je partage avec vous le souhait que ce soit d'abord et avant tout, même en tenant compte des modalités qui sont prescrites dans la loi sur la gouvernance des sociétés d'État, que ce soit d'abord et avant tout les meilleurs capables de, justement, de composer le CA d'une future équipe qui va être capable de livrer des projets, des gens qui ont déjà fait du transport collectif ou qui ont déjà fait de la gouvernance et qui vont être capables de gérer cette fougère le mieux possible. Et là-dessus, je vais laisser le reste de mon temps à mon collègue de Masson, mais merci beaucoup, messieurs. Merci. Il vous reste 3 minutes 6 secondes. Très bien, merci Madame la Présidente. Bonjour à vous deux. Alors, vous savez, Madame la ministre a parlé de la recommandation numéro 4. Moi, je vais y aller plus sur la recommandation numéro 3, juste pour avoir un peu plus de précision, là, dans le fond, parce que vous dites que, tu sais, vous voulez qu'on finance le transport collectif, puis vous voulez qu'on s'attaque aussi à la crise du logement. Fait que là, vous suggérez qu'on devrait en prendre plus large, tu sais. Or, Mobilité Infra-Québec, c'est quand même déjà assez large. Puis vous, dans votre recommandation que vous faites à la numéro 3, c'est de favoriser un développement immobilier privilégiant l'abordabilité lors de la planification des projets de transport collectif. Mais vu qu'on est déjà assez large, puis j'aimerais savoir à quel point vous voulez vraiment que Mobilité Infra-Québec s'implique dans le développement résidentiel qui accompagne la construction des nouvelles lignes de transport en commun. Puis aussi, si on peut considérer qu'on a déjà le développement de nos TOD qui sont déjà assez complexes, est-ce qu'on ne vient pas un peu s'immiscer dans les pouvoirs municipaux, là, si vous voulez absolument que le MIC s'implique? Peut-être plus préciser votre intention. Là. Bien, là-dessus, lorsqu'on vient en commission parlementaire, c'est le bon moment de passer certains messages sur des aspects, puis parfois,
c'est pas le projet de loi, qu'on dit c'est peut-être pas là qu'on peut faire changer quelque chose, mais il y a une autre opportunité à un autre moment donné de faire ça. Donc, peut-être que c'est pas là qu'on réussit à faire quelque chose là-dessus. Mais nous, c'est quelque chose qu'on a une position qu'on a à Vivre-en-Ville que on ne peut pas laisser uniquement aux villes la pression et le fait de développer ou pas dans certains cas. On est d'accord qu'il y a un certain leadership gouvernemental et je vais le dire carrément, pour s'immiscer dans les pouvoirs des villes. Disons que toutes les villes là, d'une région décident qu'eux autres, là, ils n'en veulent plus des unités d'habitation, puis qu'ils sont bien comme ça, puis que là, ça crée une pression sur le marché immobilier. On considère, nous, que c'est normal que le gouvernement intervienne pour venir accélérer la construction d'unités à travers certaines modalités, certains changements législatifs. Il y a d'autres juridictions dans le monde qui l'obligent. Je pense à Minneapolis, je pense à Portland, je pense à Auckland en Nouvelle-Zélande, où, à titre d'exemple, il est interdit pour une ville de ne pas permettre 6 étages autour d'une station de transport en commun structurante. C'est carrément interdit. Donc, c'est le genre de suggestion qui éventuellement pourrait arriver. Peut-être pas à travers ce projet de loi-là, peut-être à travers un autre. 10 secondes. Merci, Madame la Présidente. Merci. Alors, je vais céder la parole maintenant au porte-parole du groupe d'opposition. Vous avez 12 minutes 23 secondes. Merci à vous deux. Extrêmement intéressant. Encore une fois, je vous le dis, là, c'est un excellent mémoire, beaucoup d'analyses, 17 recommandations. Je pense que vous avez bien fait le tour de la question. J'ai 2 sujets que j'aimerais aborder avec vous en profondeur. Je vous ai entendu parler au début de vision. Et vous avez raison de le dire. Parce que dans d'autres sociétés ou des États fédérés ou autres, on peut se comparer à Vancouver, c'est la vision 10, 20, 30 ans. Et une vision, et on essaie de bâtir sur cette vision, on ne déraille pas pour les projets de transport en commun. Ce que vous dites depuis tout à l'heure, c'est que le problème qu'on a au Québec, c'est l'absence de cette vision et de planification. Et après, on va aller à la pièce. On lance un tramway, on le retarde. On déclare un 3e lien, on le retire. On dit qu'on veut investir dans les autoroutes, et par la suite on dit il faut investir dans le transport en commun. Pensez-vous réellement que vous avez en face de vous un gouvernement qui a une vision par rapport au transport collectif? C'est une bonne question. Écoutez, d'un côté positif, il y a certains projets qui ont avancé, on peut le dire, hein, le projet de la ligne bleue. Moi, je souhaite de voir le projet de tramway se résoudre très rapidement à Québec, mais il n'y en a pas, et c'est quelque chose qu'on a très peu eu au Québec. En préparant la commission, je disais, c'est quand, Francis, qu'on a eu un plan de match qui a été respecté? Fait que j'ai l'impression que c'est pas dans la culture politique pour l'instant du Québec de se donner cette vision-là et de la garder. Donc, et oui, j'aimerais que le gouvernement l'ait eu et le fasse. Est-ce qu'ils l'ont fait? Non. Mais il n'y a pas tant de gouvernements que ça avant qu'ils l'ont fait, à part peut-être au début du métro, les années 60-70, puis à un moment donné, tout a arrêté. Il y a eu une récession. Puis depuis ce temps-là, une vision là, qui était claire, qui était partagée par les différents acteurs, à tous les paliers, il n'y en a pas eu, et c'est notre grand problème. Pour vrai, là, c'est un problème très important. Et c'est pas vrai que là, je sens que derrière MIC, on va pouvoir l'avoir. Et si je peux me permettre un exemple négatif, en ce moment, il n'y a rien qui dit qu'on est les garde-fous pour pas qu'un gouvernement décide de dire à MIC, tu vas faire tel projet de tel type, puis que MIC va le faire parce qu'il y a la commande du gouvernement, même si c'est un projet qui n'a pas de sens. Et ça, c'est pas facile parce qu'il y a une partie qui n'est pas législative, il y a une partie qui est d'une certaine maturité politique et aussi de mettre le transport en commun à un haut niveau d'un point de vue sociétal. Vous voulez ajouter quelque chose d'autre? Pour l'instant, merci. Est-ce que c'est comme ça que je dois interpréter votre recommandation 12, ne pas exiger l'autorisation gouvernementale pour étudier des projets? C'est en lien avec ce que vous venez de dire? Oui, bien, dans certains cas,
peut-être qu'il y a des planifications qui on pourrait demander à MIC un certain regard et donner une certaine indépendance additionnelle. Dans ce cadre-là, il y a un souci d'indépendance qu'on veut donner aussi, là, si on veut aller chercher aussi ses avis, là, il faut qu'ils soient relativement indépendants et sans payer le prix. Dans vos propos, je ne sais pas si qui de vous deux l'a mentionné, vous voulez que l'agence MIC soit dédiée au transport en commun. Donc pour vous, un troisième lien, que le MIC le réalise, là pour vous, là, ça ne devrait pas faire partie de la mission du MIC. On l'a dit là, dans ma réponse juste avant, il y a une culture du transport en commun qu'on n'a pas au Québec. Et là, on tente d'y donner un peu de coffre en disant, au niveau de la réalisation déjà, c'est déjà une chose, on gaspillerait un peu, on éparpillerait les énergies en lui demandant de faire autre chose. Et on peut imaginer que son éventuelle dirigeante fasse en sorte qu'elle soit prise entre différents feux. Si on veut de l'expertise en transport en commun, faisant une boîte dédiée au transport en commun, et là, on va avoir le meilleur de cette nouvelle agence-là. Mais vous répondez quoi aux gens qui vont vous dire, écoutez, là, le transport en commun, c'est beau là, mais c'est utopique de penser qu'on va avoir du transport en commun à travers toute la province. On a un territoire qui est immense. Mobilité infra, à l'intérieur du Nord, il y a la mobilité. La mobilité, les autoroutes font partie de la mobilité. Pensez à des citoyens qui ne peuvent pas se lever le matin et prendre un tramway ou un métro parce que ça n'existe pas dans sa région. Il est obligé de prendre la voiture et partir faire ses courses, ramener ses enfants à l'école et par la suite partir travailler. Qu'est-ce qu'on fait? Le MTQ va toujours exister. Donc c'est à lui, il pourra continuer à faire ce travail-là. Mais dans ce cadre-là, on a un problème précis qui est celui de la réalisation, de l'expertise pour réaliser quelque chose qu'on n'a pas assez réalisé depuis des décennies. On n'en a pas fait de transport en commun. On n'est pas encore rendu bon. Le MTQ est quand même pas mal pour faire des routes parce qu'il en a fait pendant des décennies. Et donc, on n'a pas d'enjeu à ce niveau-là. Et c'est les projets de transport en commun ont un niveau de complexité plus grand que de dérouler de l'asphalte. Donc, on trouve intéressant l'idée d'avoir une agence spécialisée dans la réalisation avec une certaine capacité au niveau de la planification, mais cette planification-là devra être partagée avec les différents paliers. Mais pour nous, le MTQ va continuer à faire son boulot à côté là, pour les routes donc classiques. pour vous, c'est très clair. MIC, Mobilité Infra Québec, doit se concentrer uniquement sur des projets de mobilité. Tout à l'heure, la ministre vous a répondu par rapport à est-ce qu'il y a des ingénieurs, un à Gatineau, un à Québec. Là, on va faire un grand centre, méga centre ou un méga bureau de projet. J'ai le goût de vous poser la question, est-ce qu'au lieu de travailler avec des experts qui connaissent très bien leur réalité, moi j'ai eu la chance de rencontrer la société de transport à Gatineau, ils ont pas mal de bons projets, ils ont des experts, ils ont un bureau projet, recruté de l'international, ils font un bon travail. Pensez-vous pas qu'il y a une limite à une tangente vers une centralisation qui risque de nous faire mal au lieu d'une décentralisation? Je crois que ce risque-là va être limité lorsqu'il y aura dans une ville un projet précis. C'est clair qu'il va y avoir un sous-bureau de projet lié à MIC qui va avoir ses antennes dans cette ville-là. Selon nous, c'est pas un enjeu qui nous fait très peur. Je dirais si le Québec était les États-Unis, là, ça serait peut-être pas une bonne idée, mais là, dans le cadre québécois, ça peut fonctionner, mais il va y avoir des bureaux régionaux lorsqu'il va y avoir des très grands projets dans un coin. Je m'excuse, je ne veux pas vous contredire, mais ce n'est pas de son de cloche que j'ai eu lors de mes rencontres avec le transport. Il va y avoir de la consolidation d'une partie de l'expertise, mais je veux dire, les relations avec les citoyens sur un projet comme le tramway à Québec, je pense pas que ça va se faire de Montréal. Je pense qu'il va y avoir des équipes sur place, et ainsi de suite. Là. Mais les analyses, certaines analyses techniques peuvent se faire d'ailleurs, selon nous. Absolument, vous avez raison. Je vais vous ramener sur un point que vous avez ramené au niveau de tout ce qui est augmentation de revenus, parce que vous voyez ce qui se passe. Depuis presque 1 an et demi, les maires qui demandent plus d'investissement. La seule solution que le gouvernement leur a donnée, c'est augmenter des taxes sur les matriculations.
parce qu'il faut payer le déficit. Le gouvernement paye une partie et l'autre partie payée par les contribuables. Donc, les maires, ils étaient obligés d'utiliser un pouvoir de taxation qui est la taxe d'immatriculation. Vous avez vu le déficit, le dernier déficit annoncé. Il a été corrigé à la hausse, le déficit, au mois de juin. La ministre, face à toutes ces demandes, il dit, écoute, on n'a plus d'argent. Donc, est-ce que vous pensez réellement qu'il y a, avec MIC et le contexte économique qu'on vit présentement, on va avoir vraiment des projets réalisés, sachant le contexte d'absence d'argent pour les prochaines années? Bien, c'est clair que le Québec va devoir faire des choix au niveau des revenus pour financer l'ensemble des projets de transport. Et là, je vais dire quelque chose d'assez clair. Ce qui est désolant, c'est qu'il y a un deux poids, deux mesures où le transport routier, ça, c'est le gouvernement qui s'en occupe. Ouais, il paye. Bon, on sait qu'il y a un déficit dans le fort, comme vous l'avez dit dans l'intervention précédente, mais il trouve un moyen, puis ça, c'est correct, on ne pose pas trop de questions. Mais le transport en commun, c'est toujours semi-catastrophique. Il y a toujours une guerre politique avec les villes. Et là, ça devient toujours compliqué. Mais pourtant, c'est des citoyens qui se déplacent entre deux lieux. Et de dire à chaque fois qu'il y a un psychodrame pour le transport en commun, mais que pour les autoroutes, c'est facile. Avez-vous cette impression que c'est un gouvernement d'autoroute et non pas de transport en commun? Parce que c'est ce que vous venez de dire maintenant. Là. Ça dépend des moments. Je vous dirais qu'en mai 2023, ça allait mieux. Maintenant, ça va un peu moins bien. Il y a quelque chose que je veux spécifier et qui va dans le sens et qui m'attriste un peu. Aujourd'hui, la Ville de Québec a annoncé qu'il augmentait de 60 $ la taxe sur l'immatriculation pour financer le transport en commun. Puis tout de suite, on entend le ministre Julien, responsable de la capitale nationale, dire « Ah, moi, je trouve que c'est cher ». Mais là, à un moment donné, il faut laisser aux villes, si on dit aux villes, prenez vos responsabilités, ils prennent leurs responsabilités, on ne peut pas leur reprocher. Donc ça, c'est quelque chose qui est désolant. Il va falloir, à un moment donné, si on décide de mettre la pression sur les villes pour le financement, il va falloir le laisser faire sans leur reprocher. Mais pourquoi, selon vous, le ministre en question a fait cette intervention? Je vous laisse l'interprétation. Mais vous venez de le juger. Il dit, écoute, ça n'a aucun bon sens, là, c'est cher. Ouais. Bien, j'imagine parce que c'est plus populaire de dire que c'est cher que de dire le maire de Québec a pris ses responsabilités. Oui, mais il est responsable. C'est son gouvernement lui-même et les ministres a refusé de financer le transport. Mais c'est populaire, vous avez raison de le dire. C'est populaire de dire ça. C'est populaire, oui. Parlons de revenus autonomes et récurrents. Oui. J'ai aimé ce que vous avez dit. Je ne sais pas si vous avez vu, j'imagine que oui, projet de loi 791 que j'ai déposé moi-même il y a quelques mois. Loi permettant à des organismes publics de transport en commun de développer des projets immobiliers aux abords ou au-dessus de leur infrastructure de transport en commun. Ouais. Si vous ne l'avez pas vu, je peux vous laisser une copie. Et le but, ce qu'on dit, c'est vraiment permettre... En fait, c'est à l'image de ce qu'on voit ailleurs. Ouais. Vancouver, aux États-Unis et en Europe. Vous avez lu le projet de loi. Juste avant vous, le groupe a dit, écoute, vous nous donnez juste le pouvoir de vendre un terrain, mais vendre un terrain, oui, on peut prendre cet argent, la mettre, mais c'est fini. Il n'y a pas de développement, il n'y a pas de la récurrence au niveau du financement. Vous, votre interprétation, est-ce que le gouvernement doit donner plus que vendre des terrains, et ça veut dire s'associer avec une partie tierce, faire du développement et faire du développement? Quand on regarde les potentiels de valorisation foncière, on voit que les gains ne se font pas juste au moment de l'annonce ou de l'ouverture du projet, mais qui se font vraiment en continu, tant et aussi longtemps que le service opère. Donc, c'est sûr que se limiter à récupérer un peu ces revenus-là à un moment précis, à un moment de l'achat, on perd une grande partie du potentiel. Donc, ça va dans le sens que vous dites. Merci à vous deux. Merci. Merci. Alors, je vais céder la parole maintenant au député des Îles-de-la-Madeleine pour 4 minutes 7 secondes. Merci, Madame la Présidente. Merci beaucoup à vous deux pour la présentation et la très grande franchise dans vos propos. C'est rafraîchissant. Très intéressant aussi, toutes vos propositions. Rapidement, je vois que sur la question de l'indépendance, qui nous tient beaucoup à cœur comme formation politique, mais l'indépendance de MIC, de la nouvelle agence, ce n'est pas du tout le cas à l'heure actuelle. Là, vous connaissez l'article 4 qui dit « Mobilité Infra-Québec a pour mission principale d'effectuer, dans une perspective de mobilité durable,
lorsque le gouvernement lui en confie la responsabilité, c'est-à-dire qu'elle n'a absolument aucune indépendance de développer une vision, une planification, une approche globale et tout ça. Est-ce que ça, c'est pas un peu le talon d'Achille du projet de loi, si je comprends bien votre propos? Oui, tout à fait. C'est le talon d'Achille de toute la planification du transport en commun, du développement du transport en commun au Québec depuis très longtemps. Ces dossiers-là ont toujours été très politisés, beaucoup trop. L'expertise sur comment monter l'architecture d'un réseau de transport en commun, par exemple, est très peu sollicitée, très peu respectée pour une approche par projet et parfois une approche par projet qui doit passer au bon endroit. Parce que pour des raisons politiques X, Y, Z, c'est plus avantageux parfois. Et ça n'existe pas. Et j'aurais le goût de dire que c'est pas juste parce que les gens sont de mauvaise foi, c'est aussi parce qu'on n'a pas cette culture-là. Et il faut la développer et il faut lancer le message à travers MIC qu'on va faire ça aussi. Et pour l'instant, on ne le sent pas. Vous parlez de culture, mais je ne sais pas si au-delà de la culture, comment peut-on, puis là on réfléchit là, à haute voix, comment peut-on mettre en place les mécanismes qui nous permettraient d'arriver là? Y a-t-il un comparable dans la société québécoise où on a un organisme indépendant qui prend ses orientations ou développe sa planification sur la base de la science, comme vous l'avez mentionné. Est-ce que vous connaissez des parallèles au Québec? Vous avez fait référence à d'autres juridictions? Dans notre domaine, plus ou moins au Québec, mais il faut que les gens aient une certaine... il faut qu'ils se sentent protégés aussi de pouvoir parler librement. Je dirais que dans la culture anglo-saxonne, l'indépendance de ce genre d'organismes-là qui peuvent venir dire on n'est pas d'accord avec ça sans que tout le monde se sente menacé de perdre son emploi, ça existe même en aménagement urbain où ce que l'avis du urban planner en chef, là, du planificateur en chef est souvent indépendant. C'est pas quelque chose qu'on a ici. Il y a des avantages et des désavantages. Il y a une certaine imputabilité politique qui est normale, mais à un moment donné, on est dans un extrême là, au niveau de la politisation des projets au Québec. Jusqu'à un certain point, il y aurait pu avoir Hydro-Québec, mais... à un certain point, Hydro-Québec l'a en partie, mais il y a aussi un background quasi culturel derrière, de respect de l'institution, mais vous avez raison, Hydro-Québec l'a en partie. Donc, Mobilité Québec, mais de façon indépendante, peut être intéressant. Rapidement, il reste presque plus de temps. 30 la question secondes. de la reddition de comptes, comment vous voyez ça? Parce que je trouve ça fort intéressant. Vous êtes les premiers à l'avoir mentionné, comme quoi c'est fondamental. T'sais, toutes les décisions doivent être publiées, ainsi de suite. Comment vous le voyez, là? C'est un aspect que tu veux. Oui, la transparence est absolument fondamentale à la reddition de comptes. Si les citoyens n'ont pas accès à l'information, c'est difficile de voir le projet ou même l'institution comme légitime. Il faut une transparence à long terme continue vient développer cette légitimité-là. Mais aussi, pas juste pour les citoyens, mais même pour les experts du milieu. C'est difficile d'apprendre un projet quand tout est derrière les ententes de confidentialité. Je vous remercie. Nous avons épuisé le temps que nous avions. Alors, il ne reste plus de minutes de disponibles. Alors, donc, je vous remercie pour votre contribution aux travaux. Alors, compte tenu de l'heure, la Commission ajourne ses travaux au jeudi 12 septembre 2024, après les avis touchant les travaux des commissions où elle poursuivra son mandat. Merci.